Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France, épisode 29 aujourd'hui, podcast que vous écoutez en téléchargement sur votre plateforme favorite et ou sinon en vidéo sur YouTube, notre chaîne ici Paris-Île-de-France que je vous invite à rejoindre. Abonnez-vous, vous connaissez désormais le mot d'ordre et aussi tiens, donnez-moi votre avis. On va essayer de faire ça une fois par mois dans l'émission et puis je ferai une synthèse à la fin de la saison et on élira notre joueur de l'année. Aujourd'hui, je vous propose d'élire le joueur du mois de janvier. Quel a été votre joueur préféré en ce mois de janvier? Vous me le mettez, je vais faire une petite compilation, je verrai à peu près les pourcentages. Moi, je donne mon avis. Oui, j'ai envie de donner mon avis. Warren. Mon Warren Zaïre-Emery, numéro 33, voilà, comme sur ma tasse, pour ceux qui regardent à la télé. J'ai acheté ça à la boutique, je suis assez content de mon achat. Voilà, c'est Warren Zaïre-Emery, sans aucun problème. En tout cas, ce matin, Paris est leader, je vous le rappelle, seul avec 2 points d'avance sur Lens dans cette Ligue 1 des talents. Et cette saison, je trouve que c'est vraiment le bon nom, la Ligue 1 des talents, des jeunes talents. Voilà, je parle d'Hendrick qui m'a un peu scotché la tête hier soir encore. Noah Néry du côté de Marseille, Doué, enfin quand il veut bien s'énerver un peu sur le terrain, Warren bien évidemment, et bientôt donc Dro Fernandez qui arrive au Paris Saint-Germain. Je voudrais juste remercier les dirigeants du Paris Saint-Germain parce que moi, mettre une disquette à Barcelone sportivement ou aller leur piquer des joueurs une fois par an, voilà, je signe à 200%. Je suis persuadé que vous aussi derrière votre écran ou derrière votre podcast, vous êtes d'accord avec moi. Allez, on ouvre la tribune, c'est parti. 100% PSG, Bruno Salomon, la tribune. Au sommaire de la tribune, aujourd'hui le PSG qui s'impose à minima du côté d'Auxerre sur le score d'1-0, mais qui prend quand même la place de leader et qui peut se concentrer sur son dernier devoir de Ligue des Champions, poule unique avec la réception de Newcastle. Ce sera mercredi. On va donc distribuer un j'aime ou un j'aime pas, vous avez l'habitude, et on se demandera aussi si la gestion du Paris Saint-Germain en Ligue 1 est bonne. On évoquera la Coupe d'Europe avec... Il nous a mis un doute. Moi, en tout cas, il m'a mis un doute, Luis Enrique. Vous êtes plutôt 8e de finale direct ou petit passage en barrage, histoire d'avoir plus de matchs? Je sais pas, c'est pas moi qui pose la question. Faut pas venir tout le temps tomber sur les journalistes. Vous, les journalistes, vous cherchez la merde. Bah non. C'est lui aussi qui nous propose ce petit débat qui s'impose aujourd'hui. Et puis on parlera de Dro Fernandez, qui est à Paris, qui va signer en ce lundi. Première recrue hivernale, mais Paris doit-il absolument encore recruter? Là aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai quand même un entraîneur qui, vendredi soir après match, nous a dit on n'avait pas assez de milieu de terrain aujourd'hui et on était un petit peu émoussé. Donc, je sais pas, je pose la question, faut-il recruter du côté du PSG? De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Je vais les citer tous les trois. On va tenter, j'ai entendu Romain Bétou qui s'est foiré complet avec les trois pour un bonjour général. Marc Méchénois, Elias Peters et Jonathan Bensadoun. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ah ça, c'est en léger décalé. C'est pas encore tout à fait sur la ligne. Marc, journaliste indépendant, Elias de 90 minutes, CH, quand il le dit très rapidement comme ça en conférence de presse, j'aime. Et Jonathan Bensadoun de Canal Supporter. Messieurs, bienvenue dans cette émission qui va être courte aujourd'hui. On a le studio pour pas très longtemps qu'on y va. Oui. Ouais, je voulais Marc dire un truc par rapport à Warren. J'ai croisé la grand-mère de Warren Zaïre-Emery il y a une dizaine de jours au parc. Toi, tu rencontres la grand-mère de Warren, très bien, ok. Et elle m'a dit qu'elle adorait, elle t'adorait, elle adorait ton podcast. Et voilà. C'est nous le podcast. Qu'elle écoutait pas forcément mon podcast, mais beaucoup madame, j'ai sa vidéos. tasse. Voilà. Je sais pas si vous écoutez en vidéo ou en podcast, mais j'ai la tasse de votre petit-fils et on l'aime beaucoup. Voilà, je le préfère dans l'axe. Je vous le dis tout de suite, je le préfère au milieu de terrain. Même si à droite, ça a bien dépanné, on le remercie. Mais vivement son retour au milieu de terrain. Merci, ça un me fait grand plaisir. bonjour à la Mimi de Warren tout à fait. Pas de problème. Et elle vient quand elle veut pour débattre avec nous dans l'émission. Moi, je lance les cartons d'invitation. J'en serais ravi. On serait ravis aussi de recevoir Warren. Les amis, on attaque. On rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0. But de Bradley Barcola face à cette équipe d'Auxerre dans la 80e minute de jeu.
Bradley Barcola qui nous a un peu quand même sorti une épine du pied après on en avoir bouffé quelques-unes. Des feuilles, on le rappelle, il en a eu des occasions Bradley Barcola, mais grâce à ce succès, grâce à la défaite de Lens du côté de Marseille, le Paris Saint-Germain est désormais leader du championnat avec 2 points d'avance sur Lens. On ne lancera pas un débat de est-ce que ça vous a fait plaisir de voir Lens tomber ou est-ce que ça vous a énervé de voir Marseille gagner. Ça, c'est un autre débat que nous avons eu sur la conversation WhatsApp de Tribune de 100% PSG La Tribune, et je ne balancerai pas la personne qui a lancé ce débat qui était, ma foi, fort sympathique. Les garçons, j'aime pas. Ilyes, c'est parti avec toi. J'ai l'honneur de commencer aujourd'hui, très bien. J'ai aimé l'entrée d'Ousmane Dembélé à Auxerre parce que dans ce match mal embarqué du PSG qui a surdominé la première période, mais qui a été un peu bousculé lors du premier quart d'heure de la seconde. On a vu des Auxerrois vraiment pousser avec le public qui était derrière eux. On a senti ce PSG un peu en délicatesse sur le début de deuxième période, et en fait Ousmane Dembélé a tout changé. Son début d'année 2026 est très bon, et encore une fois il l'a montré. Je pense que son entrée, elle fait du bien aux têtes des Parisiens à Auxerre, mais elle fait aussi mal aux têtes des Auxerrois qui sont tombés après une passe décisive de Dembélé à Barcola. C'est vrai que le Ous nouveau, non, mais le Ous de retour, on peut quand même le dire quand il rentre ou quand il est sur le terrain, même face au Sporting. Moi, je ne l'ai pas trouvé inintéressant dans son activité, Jonathan. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre cette espèce de remarque qu'il y a eu autour d'Ousmane Dembélé, cette mélodie qui revenait depuis le début de la saison, de se dire que Dembélé, il a fait sa saison, donc il va un peu lâcher celle-ci, et qu'à la fin de cette saison, il ira en Arabie Saoudite, comme si on lui prédisait déjà presque une fin de carrière, alors qu'il a seulement que 28 ou 29 ans. Moi, je suis désolé, j'attends beaucoup encore d'Ousmane Dembélé cette saison, j'attends aussi une Coupe du Monde qui arrive aussi pour lui, et je pense que même lui aussi est exigeant avec lui-même, et on le voit sur le terrain quand il marque contre Lille et il fait son fameux chute. Je pense que c'est aussi pour faire taire justement ses détracteurs, et on le sent sur le terrain hyper motivé et déterminé, à l'image de, parce que je trouve que c'est un peu sous-coté aussi ce qu'il fait sur le but de Bradley Barcola, bien récupéré, il s'oriente bien, la belle ouverture en profondeur dans le bon timing. Moi je retrouve un Ousmane Dembélé qui a des jambes, qui a faim, qui est déterminé comme la saison dernière, le même regard un peu où il aime pas la défaite comme contre Aston Villa, quand Paris perd à Villa Park, même s'ils sont qualifiés. Il avait le regard du tueur en disant non, on veut tout gagner, on n'accepte pas la défaite ou souffrir. Et je le retrouve dans le jeu et dans l'attitude. Et moi, je suis un Paris Saint-Germain loin et ambition en Ligue des Champions, ça ne peut être qu'avec un gros Ousmane Dembélé. Et je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Canal Supporter pour retrouver le secret de la renaissance de Ousmane Dembélé. Voilà, c'est une vidéo que je vous conseille. Merci. Marc Méchénois, avec vous, votre j'aime ou j'aime pas. J'aime bien vous voyez en fait. Ouais, j'aime bien aussi. T'aimes bien aussi tu me caresses un peu dans le sens du poil. Ça. Alors, dis-moi. Non, mais on a souvent des mots un peu des doutes, des mots un peu compliqués pour certains acteurs du Paris Saint-Germain, Zabarni, Beraldo, Warren sur la période. Et finalement, moi j'aime bien l'idée que c'est eux qui ont fourni la meilleure prestation dans le 11 titulaire du Paris Saint-Germain à Auxerre vendredi soir. Une charnière centrale globalement assez solide. Il y a eu 0 tir cadré en face. Et puis un Bradley Barcola qui, malgré des occasions manquées, en fait ne lâche pas. Je trouve qu'il a retrouvé un coup de rein, une accélération qui lui manquait un peu, qui traduisait certainement une méforme physique. Et puis de toute façon, on sait que voilà, c'est un joueur, quand les planètes ne sont pas alignées, ça fonctionne pas. Donc j'aime bien cette idée de résilience. Il célèbre son but sans chute, sans réponse aux critiques. Preuve qu'il n'est pas spécialement là-dedans. Et je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Et ça montre aussi en quoi la matière PSG, elle n'est pas facile à commenter et à juger. Il nous l'a dit d'ailleurs, Luis Enrique, vous la presse, vous ne savez pas analyser parce que vous n'avez pas la moitié On le dit tout le temps ici, on dit on n'a pas les informations que le staff a, les données. Et puis en plus comme ils ne veulent pas échanger. Oui, c'est sûr, mais en même temps, voilà, les données d'entraînement, je crois qu'il n'y a aucun club qui les donne. Ce qu'ils voient, ce qu'ils analysent sur les chiffres, on n'a pas tout ça.
Bon, après, on peut quand même constater qu'après certains matchs, quand tu fais plus que tu faisais auparavant, quand tu es moins décisif, tu gagnes moins de duels, et puis quand tu arrives face au cage, tu as moins d'efficacité, c'est qu'il y a un petit pépin quand même. Ce qui est assez drôle, et je fais juste une petite parenthèse, Luis Enrique, il y est avec toi, mais il est très agressif. Voilà, en tout cas, il nous rentre dedans avec les journalistes jeudi en étant un peu acide. Et vendredi, après le match, tu le vois pas arriver en train de nous dire manque d'efficacité, on a perdu un peu le fil, on est un peu dedans là-dessus, il nous manque du monde au milieu de terrain. Donc au final, on n'est peut-être pas si loin que ça quand même dans nos remarques ou nos critiques. Je retiens, ouais, tout à fait, je retiens 2 choses de sa conférence de presse d'après-match à Auxerre. La première, c'est que le manque d'efficacité, lui, il le traduit par un manque de confiance dans son équipe et pas un problème technique ou purement sportif, mais vraiment, il parle de confiance. J'aimerais bien qu'on lui repose la question d'ailleurs demain avant le match contre Newcastle. Bon courage à celui qui va aller poser la question, parce qu'il va prendre un boomerang. Et la deuxième chose que je retiens, évidemment, c'est sa réponse sur la titularisation d'Ibrahim Mbaye au milieu. Il dit clairement, on n'a pas de milieu de terrain. On n'avait pas de milieu de terrain pour ce match. Ça fait quand même 2 matchs d'affilée où le PSG se déplace avec 15 joueurs de champ sur la feuille de match, dont Noah Nzoki, le Titi qui monte un peu en ce moment et qui a joué avec le U19 d'ailleurs ce week-end. Donc voilà, un Luis Enrique qui est lucide, réaliste sur les problèmes actuels du PSG. Maintenant, c'est à lui de trouver les solutions à ça et je pense qu'il est capable de le faire. En tout cas, on garde cette histoire de manque de milieu de terrain. Ça sera peut-être dans le débat sur le mercato, bien évidemment. Jonathan, avec toi, vu que Jonathan passe un peu trop de temps sur la NFL, j'ai même pas eu sa réponse de savoir de ce qu'il allait se dire dans cette émission. Ton j'aime ou ton j'aime pas. Alors c'est un petit j'aime pas, et ça reposait justement le thème du manque de confiance, et même nous un peu du manque de confiance qu'on a quand on regarde, je trouve, les matchs. C'est vrai qu'à un moment on voyait un Paris Saint-Germain qui déroulait. On avait l'impression qu'en fait, rapidement, ils allaient faire la différence, etc. Et finalement, je trouve que depuis quelques semaines, c'est vrai j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans ce truc de 2024, avec cette appréhension de quand Paris ne marque pas rapidement, quand il y a ce 0-0 qui traîne à peu près jusqu'à l'heure de jeu, tu fais est-ce qu'on va pas le regretter ce match-là? Est-ce qu'on va pas encore le perdre? Ou est-ce que ça va pas se finir en 0-0 comme à Bilbao? En fait, ça donne cette impression du PSG. Soit ils marquent rapidement et auquel cas il y a un rouleau compresseur, ils arrivent bien à gérer et c'est terminé. Soit ils sont menés et à réaction, c'est une équipe exceptionnelle, ils arrivent à marquer, remonter, etc. Et quand il y a cette espèce d'entre-deux, ils ont toujours un peu de mal à gérer, à l'image de certains joueurs. Et moi, j'étais là encore le match devant Auxerre, quand il y a le loupé de Désiré Doué. Je me dis, oh là là, j'ai déjà vu ces matchs-là. Et ce match un peu bourbier, où il y a ce but à la dernière minute, alors que l'équipe n'existe pas en face, j'avais un peu peur. Donc voilà, et justement, en l'approche de ce match de Newcastle, je suis pas 100% serein, alors qu'il y a quelques semaines, tu m'aurais posé la question, j'aurais été dans un autre état d'esprit. Petit ressenti, juste au stade, à la Baie des Champs, le public a commencé à y croire à la 65e en se disant, on les a emmenés là où on voulait. Exactement. Ils sont dans la sauce et mentalement, ils vont pas tenir. Je l'ai senti. Je sais pas pour toi, Ilias, t'étais aussi... Absolument. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Jonathan. Je pense d'ailleurs que si Bradley Barcola, qui a 2 gros face-à-face dès le début de match, le match c'est finalement pas le même. Le PSG il est plié. s'impose. Ouais, voilà, le Mais match comme le est plié. Sporting, c'est le même genre. Ouais, complètement. Donc complètement d'accord avec ce que tu dis. Oui, Marc, pareil, tu vas... Ou est-ce que ce Paris Saint-Germain te... En fait, si tu veux, je trouve que... Sur ce manque d'efficacité. Moi, c'est là où je rejoins en fait Luis Enrique, et je pense qu'il faut y ajouter la dimension physique qui va être un fil rouge tout au long de cette saison. Mais c'est vrai que la production parisienne en Ligue 1, elle n'est pas toujours d'un grand acabit depuis le début de saison. Mais c'est vrai que tu savais être tueur, tu savais être efficace, et finalement, dans la première partie de saison, ne pas trop trembler dans ces matchs un peu... pas forcément des grandes affiches. D'ailleurs, le match aller au Parc des Princes, c'est ça en fait. Tu fais pas un grand match, mais tu gagnes 2-0 proprement. Auxerre fait d'ailleurs pas un mauvais match aussi. Mais là, voilà, ce petit manque de confiance fait que t'es moins tueur, et puis tu dois dépenser un peu plus d'énergie pour aller chercher 3 points. Et 3 points qui font du bien, puisque tu prends la première place de la Ligue 1, et ça pourrait être un j'aime en soi. Effectivement, de reprendre la place de leader du championnat. On le rappelle, prochain match en championnat sera face à Strasbourg qui a éparpillé hier Lille 4-0. Alors, j'ai
commencé à voir les comptes. Ah là là, ça va être difficile, etc. Excusez-moi, mais on a mis 3-0 à Lille aussi. Enfin, il ne faut pas non plus complètement s'emballer. Même si cette équipe de Strasbourg joue vraiment bien et que moi, le petit Barco, je le prends 100 fois au Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Tu vois, tu te poses des questions à savoir, il nous manque des milieux de terrain. Moi, j'y vais. Je rajouterais juste rapidement Oui, une chose qu'on a oublié de souligner dans le match à Auxerre, c'est que ce match, il était difficile à gérer pour Luis Enrique, qui avait 7 absents et qui arrivait à cheval entre les 2 dernières journées de Ligue des Champions. Je pense que ça fait partie de l'analyse qu'on doit avoir sur ce match et qu'il fallait le souligner. Ok, très bien, c'est souligné. Les amis, justement, on parle de la gestion, puisque tu viens de parler de la gestion. Est-ce que cette gestion du Paris Saint-Germain en Ligue 1 est parfaite? Est-ce que depuis le début de saison, finalement, t'es champion, enfin pas champion, mais pardon, petit lapsus, pas encore champion. En tout cas, tu es en tête du championnat. Tu viens de reprendre à la 19e journée la tête du championnat après la défaite de Lens. Tu es repassé devant. Est-ce que finalement, cette gestion du Paris Saint-Germain est parfaite? Est-ce que c'est suffisant pour le PSG de jouer comme ça, de voir ce qu'on propose ou trembler jusqu'à la 80e minute de jeu? C'est pas possible. Ça ne tiendra pas une partie de la saison parce qu'on voit Lyon qui est en train de repartir fort, Strasbourg qui repart fort. Bref, est-ce qu'on gère correctement la Ligue 1, Marc Méchénois? Bah, dans l'ensemble, dans les faits, oui. Après, est-ce que on en revient souvent à cette question? Est-ce qu'il fallait pas injecter du sang neuf, anticiper une saison compliquée sur le plan physique avec des blessures et éviter de se retrouver au 24 janvier, le week-end du 23-24 janvier, à se dire qu'il manque un milieu de terrain, à se dire que en fait on joue avec des milieux. Est-ce qu'il était intéressant de jouer toute cette première partie de saison avec un milieu au poste de latéral droit quand Achraf Hakimi n'est pas là? Je pense que c'est là-dessus que le PSG a pas spécialement bien géré cette saison, mais dans l'ensemble, après la saison historique qu'on a vécue la saison dernière, encore une fois, cette dimension physique où t'es jamais vraiment, tu sais jamais si le PSG est à 100% ou pas. Premier de championnat, pour le moment, tu es dans les 8 premiers en Ligue des Champions, donc on peut dire qu'une chose, c'est que tous les voyants sont ouverts, à part cette petite dimension physique qui est la grande interrogation de la saison, quoi. Jonathan, ces interrogations à se poser, est-ce que finalement, c'est vrai j'ai l'impression d'être une voiture où tu roules, t'as pas les 4 pneus bien gonflés, mais bon an mal an, tu arrives quand même à faire ta saison. Et tu as des bons mécaniciens. C'est vrai. Voilà. Ça, oui, mais c'est important de se dire. Mais là, je faisais le calcul, tu es à 2,37 points de moyenne quand même depuis le début de la saison. C'est un vrai bon rythme de champion. Après, j'ai envie de te dire que de toute façon, après cette saison à rallonge avec la Coupe du Monde des clubs, on savait que ça allait être compliqué. Et comme le disait Marc, je crois, juste avant, c'est factuellement, tu es premier du championnat avec une bonne moyenne de points. Tu es encore dans le top 8 de la Ligue des Champions et avec largement ton destin en main avant la dernière journée. Donc, oui, la gestion est bonne. Maintenant, j'ai envie de te dire que la gestion est bonne, mais on est le 26 janvier. Je vous donne rendez-vous pour le mois de mai. En fait, c'est ça, l'interrogation, c'est vraiment de savoir où est-ce que le Paris Saint-Germain sera au mois de mai. Est-ce que là, justement, toute ta question, elle va être là. Est-ce que tu vas avoir une montée en puissance, comme ce que tout le monde nous répète depuis le début de la saison, c'est-à-dire que depuis septembre, on nous dit, de toute façon, on attend le Paris Saint-Germain à partir de février-mars. C'est là où on va vraiment voir le PSG. Ok, il n'y a pas de problème. Comme si c'était prophétique et que ça allait arriver. Pas de problème. Donc, soit il va y avoir cette montée en puissance et on rendez-vous au mois de mai et on l'espère tous, soit justement la saison va être à rallonge. Tu as une Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que ça va pas justement aller dans l'autre sens? J'ai pas la réponse et j'espère que ça ira plutôt dans la montée en puissance, mais j'ai pas la réponse en fait. Donc c'est dur c'est dur de se projeter là sur cette saison. On va se retourner vers l'oracle. Ilyes, est-ce que toi tu as la réponse? Est-ce que toi tu as la réponse? Est-ce que tu la sens, la montée en puissance, et finalement la gestion du championnat et de ce qui se passe à côté est bonne pour qu'on s'en sorte? Entièrement d'accord encore une fois avec Jonathan. Depuis le début de saison, on nous dit qu'on passe un truc entre les deux. Ouais. Mais de toute façon, on est souvent à côté entre les de presse. Donc on échange. C'est fibré. Mais on nous dit depuis le début de saison que la saison du PSG va démarrer. T'as dit février-mars, moi je dirais janvier-février. Le fait est qu'on est fin janvier et qu'à Auxerre, il y avait 7 absents, quoi. Donc on arrive contre Newcastle, le dernier match de phase de Ligue. On n'est pas certain que João Neves sera là. On attend que cet effectif soit au complet. Luis Enrique est le premier, je pense. Et c'est toute l'interrogation. Je le répète, mais ça fait 2 matchs de suite qui partent à 15 joueurs de champ.
C'est vraiment pas une donnée à négliger. Maintenant, cette gestion, Luis Enrique, est-ce qu'elle est parfaite? Je ne sais pas non plus, mais je pense qu'il est impuissant face à ça, parce que dans cette année particulière, après l'année du titre, qui a été à rallonge, qui a fini fin mi-juillet, la finale de la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on néglige un peu le fait qu'ils n'ont pas vraiment eu de préparation physique cet été, qu'ils ont repris directement à Udine pour la Super Coupe. Tous les joueurs du PSG sont des internationaux qui voyagent lors des trêves internationales, donc c'est difficile de gérer cet effectif et la réponse on l'aura dans les prochaines semaines. Dans le mode de fonctionnement de Luis Enrique, Marc, si j'ai bon souvenir, la saison dernière, la deuxième partie de saison, on réduit l'effectif et on ne joue qu'avec un 12-13 de départ, un 11 de départ assez type, très peu de rotation. Mais là, est-ce qu'on a fait assez jouer avant pour que ça se mette en place, ça? Alors, Et il y a de la casse en plus. l'année dernière, il joue avec 11 joueurs sur les. Enfin, 11, parce que des fois, il y a Bradley qui joue sur les matchs de 8e, tout ça. Mais c'est vrai que ça tourne autour d'un 11 type très vite dans les matchs de Ligue des Champions. Et la Ligue 1 sert de variable d'ajustement, parce que je rappelle que l'année dernière, le Paris Saint-Germain était quand même très très largement devant, avec beaucoup de sérénité, ce qui lui a permis de gérer, je pense, à la fois ses états physiques et son avance en championnat. Là, j'étais en train de regarder, pour répondre à ta question de départ, est-ce que le PSG gère bien? Paris, ils sont juste à 2 points de moins que l'année dernière. Ils ont pris 2 buts de moins que l'année dernière. Ils en ont marqué 8 de moins que l'année dernière. Donc, je pense qu'on est quand même sur des bases qui sont plutôt très bonnes. Et ça veut dire que c'est surtout le problème, c'est surtout que derrière, ça suit plutôt très bien, en fait. C'est ça que ça veut dire. À mon sens. Mais après, voilà, Luis Enrique, et je pense que là, en ce moment, le fait qu'il y ait 7 absents, il l'a dit la semaine dernière, Joao Neves, il aurait pu être là au match de Ligue des Champions. Mais ils sont très précautionneux. Franchement, Fabien Ruiz, il pouvait être là ce week-end. Il a pris un coup, il allait bien et tout, et il est préservé. Et je pense que Nuno Mendes aussi, il allait Voilà. bien. Tu l'as mis au frais pendant. je pense que voilà, il y a une gestion qui est, à mon avis, très soigneuse des états de forme, aussi des états mentaux des uns et des autres. Et puis souvent, on a vu, et je ne sais pas si le PSG communique comme ça, mais il y a des joueurs qui sont gardés. On ne dit pas qu'on fait l'impasse sur un match, mais c'est presque comme si on leur laissait un week-end off, parce qu'il y a un moment donné, il faut les faire souffler. Et il y a un jour, il faudra peut-être se plonger aussi dans la législation du droit du travail pour les joueurs de foot et savoir le nombre de congés qu'ils ont. Est-ce que l'année dernière, ils ont eu un nombre de congés suffisant avec les périodes à rallonge? Est-ce qu'il n'y a pas des jours à rattraper? Moi, je me demande si ça fonctionne pas un peu comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais tu es en train de me faire douter. Mais oui, effectivement. Je pense que oui. Non, mais tu as une plage de 3 semaines normalement, quand c'est l'été. Ouais. Et là, effectivement, ils n'ont pas eu les 3 semaines. Ils en ont eu 3, si. Ils ont eu 3? Ils ont eu 3 piles. Ils ont eu justement, 3 parce qu'ils Ah sont oui, partis c'est ça, directement pile. après. Et c'est pour ça Et qu'il après, il y a le c'est reste pour de ça l'année. qu'il En fait. n'y a pas de préparation. Il y a le reste de Ouais. l'année. Quoi. D'accord, ok. Ouais. Ah, bon, ben, faudra que je crois regarde. Donc je me demande. Je hein, crois moi, qu'ils avaient 1 ou 2 séances au campus avant de partir à Ouais, Udine c'est ça. pour le déplacement Super Coupe C'est direct. juste un décrassage, quoi. Allez hop, ça c'est un ballon, rappelez-vous, vous avez Ouais, joué tu fais avec il y a 3 tu semaines. fais les tests physiques, tu fais une séance d'entraînement. et Le puis voilà. discours de Luis Enrique en tout début de saison, c'était l'importance de son groupe de retrouver le feeling avec le ballon. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il insistait exactement, beaucoup sur ça. Et ouais, c'était une des problématiques importantes du PSG. Mais Moi, moi, je voulais reviens- rebondir sur ce que. Oui, vient de dire Marc. absolument. J'ai bien aimé quand tu as parlé du 11-12 de départ. Je pense que justement, à l'instant T, on est peut-être à ce tournant de la saison, en cas de victoire bien sûr contre Newcastle et de qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, dans le sens où si Paris va en 8e de finale de Ligue des Champions, le PSG n'aura finalement que 4 matchs en février. Et on peut passer d'un mois de janvier, décembre et une première partie de saison où le 11 de départ changeait d'un match à l'autre, à une deuxième partie de saison à partir de février, où finalement il y aura les 11-12 mêmes joueurs qui joueront tous les matchs. Je me demande comment Luis Enrique va pouvoir continuer son turnover avec un match par week-end, surtout pour garder en forme les titulaires en vue du 8e de Ligue des Champions. C'est pas encore fait parce qu'il faut encore se qualifier. Mais on peut être à un tournant de la saison et avoir justement passé de trop de turnover à un 11-12 de départ.
D'autant Oui, qu'en Jonathan, plus, pour que ce terminer. qu'a dit Luis Enrique en conférence de presse, c'est très vrai, c'est que le PSG n'a aligné que son 11 titulaire, et c'est la première fois qu'il parle vraiment de 11 titulaires, qu'une seule fois cette saison, et c'était lors de la première journée. Donc on parlait justement de cette gestion, il est hyper précautionneux. Bah, c'est bien aussi de pouvoir quand même enchaîner avec l'équipe type, parce que quand tu vas te retrouver dans les grosses échéances, bah, il va falloir retrouver ces automatismes de la saison dernière, quoi. On est dans 100% PSG, la tribune, c'est votre podcast préféré. Merci de votre fidélité à ce podcast qui grimpe et encore grimpe dans les chiffres de téléchargement pour Radio France, pour ici national, mais aussi sur YouTube. Abonnez-vous. Vous le savez, je vous lâcherai pas. De toute façon, je vous lâcherai pas. Abonnez-vous. En tout cas, maintenant, et vous m'avez fait des passes décisives. Là, ça partait dans tous les sens. J'avais l'impression d'être Barcola servi par Vitinha. Et comme je suis pas très bon devant le but, j'ai failli rater ça pour eh bien rebondir, puisque le prochain match pour le Paris Saint-Germain, c'est contre Newcastle. PSG, Newcastle. J'aurais bien voulu retourner à St. James Park. J'avais adoré le déplacement à St. James Park. Bon, on avait pris une grosse douille. Ouais, On s'était fait manger là-bas. Ça va peut-être pas être la même pour le Paris Saint-Germain. On rappelle que mercredi, c'est le grand multiplex. Tous les matchs vont se jouer en même temps. La poule unique, le PSG a donc perdu face au Sporting, on le rappelle, ça nous met un peu dans une difficulté, ou en tout cas il va falloir ne plus se poser de questions et gagner cette équipe de Newcastle pour à peu près valider notre 6e place. Juste, je vais tenter un truc, si jamais je suis trop chiant, vous le dites, je vais dire à Arnaud de couper mon micro. Non, je rigole, mais voilà. Le PSG sera qualifié pour les 8e de finale si il gagne contre Newcastle et qu'au moins 4 des 9 conditions suivantes sont remplies. Le Real Madrid perd à Benfica ou fait match nul tout en restant derrière Paris selon les critères des partages en cas d'égalité. Rien que déjà ça, c'est chiant. Ensuite, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelone, le Sporting, Manchester City, l'Atlético de Madrid et l'Atalanta de Bergame ne gagnent pas. Il faut que là-dedans, t'en aies au moins 4 qui se mettent les pieds dans le tapis. Et ensuite, il y a aussi des histoires d'égalité. Il peut faire match nul aussi le PSG, mais ça peut... Bref, je vous conseille d'aller sur le site internet d'ici Paris Île-de-France. On vous a fait un article spécifique pour savoir comment se qualifier. Le mieux, ça serait quand même de gagner au lieu de se poser des questions. On rappelle juste que, excusez-moi, le PSG 6e, qui est 7e, c'est Newcastle, avec 13 points, le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux être en 8e de finale directement, ou est-ce qu'il faut aller en barrage? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le coach qui l'a dit. Voilà, on nous a laissé comprendre, oui, il s'est peut-être pas bien exprimé. Bon, il l'a quand même dit, hein, c'est pas nous. Puis en plus, il a dit, j'aime bien être contradictoire. Donc c'est quand même son truc. Plutôt barrage ou plutôt 8e direct, mon bon Marc? La voie royale, 8e. Voilà. C'est 2 millions d'euros en plus pour le Paris Saint-Germain. De prendre direct? Ouais, c'est 1 million si tu vas en barrage et 2 si tu vas. D'ailleurs, je trouve que c'est. T'es un mec vénal en fait. Pour être. Bon, excuse-moi, le PSG n'est pas non plus dans une logique de. Même s'il y a des associations, il y a des projets caritatifs. On va dire que cet été, tu t'es un peu quand même sabordé ta saison pour une compétition à quelques dizaines de millions d'euros. 91 millions d'euros. Mais voilà, le Paris Saint-Germain, moi je prends la voie de toi parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Je regardais un peu le classement là. Si tu venais à perdre et que tous ceux qui sont derrière toi viennent à gagner, en fait, tu peux quand même carrément sortir des 10-12 premiers. Quoi. Oui, tu peux te retrouver dans un scénario catastrophe où tout le monde gagne, évidemment. Mais il n'y a pas de grosse affiche, donc je crois que tout le monde peut voilà, tous les gros qui sont derrière peuvent aller gagner leur match. Donc non, je pense qu'il faut prendre la sécurité. Je crois que le Paris Saint-Germain a travaillé sur les 2 cas. Et dans ces 2 cas-là, elle sera en capacité de s'adapter avec 2 matchs en plus. C'est vrai que un mois à 6 matchs, ça semble être un mois cohérent pour pouvoir faire tourner ton effectif, permettre à ceux qui reviennent d'invalidité de reprendre du rythme et de retrouver du rythme. Là-dessus, je pense qu'il n'a pas tort, en fait, Luis Enrique. Mais sur le fait que, en fait, en gros, ils se sont mis dedans à cause de la Coupe de France. Et si tu avais ta Coupe de France, tu serais tranquille, tu aurais ton rythme. Bien sûr. Donc, après, le plan initial, je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Je pense que le plan initial et le plan de départ pour Luis Enrique, et c'est pour ça que je crois que Paris Saint-Germain a fait un début de campagne européenne assez brillant, c'est qu'il fallait être qualifié dans les 8 premiers.
Et je ne crois pas que le Paris Saint-Germain va déroger à cette règle qu'il s'est fixée. Jonathan, je t'ai vu faire les gros yeux quand j'ai commencé à dire voilà, 8e barrage, etc. Moi, Toi aussi, juste, excusez-moi, hein, Liverpool aussi a fait la voie royale l'an dernier. Hein, et ils tombent sur le Paris Saint-Germain dès les 8e et ils se font La étendre. règle a Hein. quelque Tu l'as peu dit. changé. Hein. C'est vrai, Et tu l'as dit, il tombe sur le Paris Saint-Germain. c'est ça. voilà. Tu tombes sur un os. Je me permets de faire passer un message en plus dans ce podcast bien écouté. Arrêtez avec cet adage de pour gagner une compétition, il faut battre tout le monde. C'est le plus grand mensonge qui existe. Parce que tu peux aller au bout d'une compétition en ayant un calendrier plus simple. Quand tu vois rien que dans cette Ligue des Champions, quand Tottenham est 5e de cette phase de Ligue des Champions et le calendrier qu'il a eu par rapport à celui du Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir. Tout ça pour dire, c'est que moi, ce truc de quand j'entends pour dire bon, de toute façon, c'est pas grave de tomber contre lui, X, Y ou Z parce qu'il faut battre tout le monde, c'est faux. Tu peux aussi battre des équipes plus faibles et aller au bout comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si le Paris Saint-Germain peut se simplifier au maximum le parcours pour aller au bout, mais prenez-moi un papier, un stylo, je signe tout de suite, c'est terminé. Alors, se rajouter des matchs, de la contrariété, parce que la saison dernière, tu joues contre Brest, tu as un peu de réussite. Mais là, cette saison, effectivement, si tu tombes, là, je vois effectivement dans les classements, une équipe comme le Borussia Dortmund, comme Naples qui peut remonter, peut-être même, et vu leur montée en puissance, j'aimerais éviter dans ce genre de match un Olympique de Marseille, dès les bases de barrage. Évitons ça, génial. allons direct. Non. Ce serait génial. Non. Merci non, Marc. Bruno. Ce serait génial. Non, tu racontes des bêtises, Non, Marc. mais un classique en Ligue des Champions, est-ce que c'est déjà vu? Non, ça s'est jamais vu, mais on Voilà. n'en veut pas en fait. Vraiment. Bah, c'est génial. Non, j'en veux pas. Non, je voudrais juste Putain, vous Marseille dire un vous fait truc. peur en plus. D'accord ça avec fait- Marc, moi, ça Ouais, serait moi, énorme. c'est génial. Non, tu sais quoi, C'est parce que énorme. c'est comme Pas en barrage. quand on prend Brest. Pour moi, D'accord. c'est ça mon avis, c'est que quand on prend Brest, tout le monde se dit Paris doit passer, mais s'il se plante, il passe pour la risée du football Et là, imagine contre Marseille. voilà. Et donc Voilà. donc là, non. Quel Ça enfer. fait partie du truc, quoi. Voilà. Et ben c'est Ça. pour ça qu'il faut passer dans le top 8. Je voudrais juste vous dire que le Paris Saint-Germain a dans sa poule unique, donc dans son classement, le Bayern de Munich est 2e. Incroyable. Newcastle est 7e. Le FC Barcelone est 9e. Le Sporting Portugal est 10e. On a pris l'Atalanta de Bergame est 13e, donc toujours en course. Bref, on a pris. T'as oublié que... Tottenham qui est 5e. Et, j'ai oublié Tottenham, effectivement, C'est incroyable. qui est 5e. On a pris toutes les équipes. C'était la poule de la mort. Mmh. De toute On l'a façon, J'ai regardé, je crois que Luis dans les Enrique 16 l'a dit, premiers, ça, tu avais 5 des Dans 8 adversaires. Alors, Oui. je vais te Ou dire, six. dans les 13 premiers, tu as 6 Ouais. adversaires du PSG et dans le top 24, tu as tous les adversaires du PSG. C'est quand même incroyable. Ouais. Tu n'as pas eu une petite équipe. Ah, Luis C'est- Enrique l'a dit ça en conférence c'est- de presse il y a Ouais, quelques c'est jours. fou. Vous croyez que Newcastle et le Sporting c'était les équipes de chapeau 4, ils ont 13 points. Il en riait, Ouais, mais c'est c'est fou, c'est fou. C'est fou. C'est effectivement. Ah oui, l'Atlético Bilbao, effectivement, est 23e. Ouais, c'est pour vous ça. avez raison de le souligner. Ilyes, toi, t'es team barrage ou t'es team 8e là Non, team 8e de finale, absolument, je vois. Donc un PSG qui a que 4 matchs sur son mois de février. Prendre Oui, des oui, matchs- absolument. prendre des amicaux avec les 19 et les espoirs. Et puis, Parfait. Ah. Les Ah. U23, Voilà. ça servait à quelque chose, les U23. bien sûr. Voilà. Non, oui, absolument, 8e de finale, parce que dans une saison où la principale interrogation de Luis Enrique et son principal travail, c'est de gérer les temps de jeu, retirer 2 matchs, en fait, sur un mois de février, à ce moment-là de la saison, c'est pas négligeable. Et je suis devant le tableau potentiel, en tout cas, des barrages et de la phase finale de la Ligue des Champions. Ouais, j'ai vu. Dans l'état actuel des choses, le PSG tomberait sur le vainqueur du barrage entre soit Monaco et le PSV et Manchester City, Atlético Madrid. Donc c'est ce match-là qui attendrait le PSG en 8e de finale. Je suis désolé, mais si on peut s'éviter un barrage contre l'une de ces 4 équipes, pour le PSG, dans l'état actuel des choses, bah on va pas cracher dessus en fait. C'est vrai. Ah, je l'avais pas lu comme ça le tableau. Moi. Tu l'avais lu Ah, comment sur le site Je de l'avais l'UEFA, lu, ouais, comme par exemple là, tel qu'il est présenté sur le site de l'UEFA, c'est Monaco ou le PSV va Ouais. jouer Manchester City ou Ou l'Atleti. l'Atlético. Donc Paris serait plutôt dans il venait à chuter au classement, il serait plutôt dans la zone de Manchester City de l'Atleti, donc il rencontrerait le PSV à Eindhoven ou Monaco. Ça, Oui, mais c'est plutôt ça quoi. Sauf que l'Atlético. Et pas Manchester City ou l'Atlético Madrid. J'avais plutôt lu comme ça. Mais sauf que Manchester City et Atlético ont 13 points et donc c'est à égalité avec le PSG. ce que je Donc, disais. Non, mais c'est après, ce que je disais c'est- en préambule, ouais. c'est avant la 8e journée qui de toute façon fera C'est ça. changer les classements. Voilà. Donc Ce pour que je l'instant disais en c'est juste des préambule, c'est que tu prédictions. es quand et- même sous la menace d'un nombre d'équipes Grosse affiche, jusqu'à la 16e place, qui sont le Borussia Dortmund est à 11 points, donc à 2 points de toi. Si tu perds avec toutes les équipes qui sont derrière toi, je crois qu'elles ne se jouent pas en plus, gagnent, ben, elles peuvent passer devant toi et toi tu peux rechuter, tu peux tomber très bas et donc du coup te retrouver avec un tirage qui n'est pas non plus très très avantageux. Quoi. Newcastle a perdu ce week-end face à Aston Villa. En Ouais, pile, c'est pas...
De quoi? Aston Villa, ils font une saison de Aston malade. Villa, quoi. ouais. Oui, c'est la la première c'est- ligue. c'est le gros morceau effectivement avec Unai Emery qui va peut-être réussir quelque chose d'assez fabuleux avec cette équipe de Birmingham. Est-ce qu'il faut trembler? On rappelle juste que cette équipe du Paris Saint-Germain, face à ces équipes qui débarquent avec des équipes amoindries. Moi, de toute façon, je suis traumatisé par Manchester United. Ouais, vous inquiétez pas, ils sont nuls, il n'y a personne. Au milieu de terrain, il n'y a rien du tout. Et en fait, on se fait sortir comme des bleus. Est-ce qu'il y a un danger pour mercredi soir? Ouais, il y a déjà, on peut se rassurer Spécialiste du côté foot anglais à ma droite. écossais. Écossais. Il ne faut pas, tu Ouais, sais. bah, alors excuse-moi, mais Newcastle, c'est pas très loin de Non, l'Écosse. c'est pas hein. très loin, Il y a quand même des effectivement. cousins, je pense. Oui, hein. oui, oui, c'est Ouais. pas très loin. Ils faut doivent être se faire honnête. 2-3 cousinades. Hein. Excuse-moi. Hein. C'est vrai que c'est pas très loin. Mais alors, on peut se rassurer du côté du PSG, c'est que Guimarães était en tribune pour ce match contre Aston Villa. Il est incertain pour le match. Et Joe Linton aussi est sorti en cours de match sur blessure. Donc, sachant que Guimarães, il faut savoir, c'est le meilleur buteur de Newcastle depuis le début de la saison. Donc, si déjà ils arrivent avec leurs 2 joueurs cadres au milieu de terrain en moins, ça pourrait être entre guillemets positif pour Paris. Maintenant, moi j'avoue que j'ai cette petite appréhension du match il y a 2 ans. C'est pour ça que j'ai ce truc qui revient un peu, cette maraude de mon j'aime pas, du manque de confiance. Parce qu'on manquait de confiance aussi avant d'affronter Newcastle, au Parc des Princes, un match où tu dois gagner, un match où tu marques rapidement et attention au bourbier, etc. J'ai pas envie de revivre le match d'il y a 2 ans. Vraiment, où tu as 150 occasions, tu marques pas, ils marquent sur leurs rares occasions et il faut que tu t'arraches, mais tu fais que match nul. Voilà, il faut vite gagner. Oui, mais sur cette rencontre, on va retrouver normalement 2-3 éléments importants. Joao Neves pour être Fabian Ruiz. Et puis peut-être bien Achraf, non, mon bon Marc. Il va falloir qu'il s'y recolle là. Hein. Ouais, mais moi, S'il est dans le même état qu'Mbaye, c'est pas la peine. Hein, moi je suis dans une. Je suis plutôt optimiste en fait. Je trouve que il faut pas oublier que, en fait, ça va être. Pour moi, c'est un vrai match test parce que tu vas voir où ils en sont vraiment dans leur capacité à répondre présent dans les matchs coup près, tu vois. Ils ont eu des matchs coup près cette saison qu'ils ont pris un peu, qu'ils ont gagné quand même au penalty. Là, ça va être. Il y a un vrai révélateur parce que déjà, il n'y a pas. C'est un match coup près sans penalty. Et ça va être un vrai révélateur. Et on parlait de bonne gestion. Quand même, toute la défense centrale ce week-end, elle a passé un petit week-end tranquille. En famille, on se repose bien la tête. Marquinhos aussi, il y avait. Pacho et Marquinhos, c'était sur le banc. Voilà, c'était sur le banc. Bon, tranquille. Bon, ils ont passé un petit week-end tranquille puisque ça jouait vendredi soir. Et puis, Hakimi et Nuno Mendes, j'ai bien prononcé. Voilà, c'est au frais, c'est bien. Donc là, ça va arriver avec un peu de fraîcheur contre Newcastle. Et puis, moi, je sais pas, j'attends ce match avec appétit. En tout cas, le match, on va bien sûr le suivre sur notre antenne, soirée spéciale sur ici Paris, Île-de-France, dès 20h. Match à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Vous êtes peut-être en train de suivre cette émission sur YouTube. Et ça sera aussi sur YouTube en direct live de 20h à minuit avec Pierre Clément, Eric Rabessan Atana et toute la team PSG autour des soirées spéciales. Les amis, on termine rapidement en parlant mercato. Ça a enfin bougé. Alléluia. Et tout ça, tout ce qui va bien avec. Enfin, une recrue. Alors bon, c'est pas le plus connu, mais Dro Fernandez est arrivé aujourd'hui, on est lundi, du côté de Paris, hier soir. Ils l'ont recruté pour 4 ans et demi. La somme est de 8 millions d'euros à peu près, avec tous les bonus qui vont bien. Autour de cette table, Ilyes, est-ce que déjà, c'est un bon choix du PSG? Est-ce que le PSG a bien fait de fondre sur ce profil? Et est-ce que toi, ça te plaît? Sur le papier, là, comme ça te plaît? Ah oui, les talents, les jeunes talents qui sortent du FC Barcelone, moi, c'est des profils de joueurs que j'apprécie. Forcément, sous Luis Enrique, j'attends de voir. Ouais. Pardon, excuse-moi, Elisa. Pardon, on y retourne, Elias, excuse-moi. Non, je disais que oui, forcément, les jeunes talents du Barça avec ce profil de joueurs techniques, agiles, qui savent manier le ballon, j'apprécie. Encore plus sous Luis Enrique, j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Après, je conseille de ne pas attendre, évidemment, que les supporters n'attendent pas que ce soit comme l'arrivée de Kvaratskhelia l'année dernière qui avait changé le visage. Là, c'est un jeune joueur qui arrive. Il va être poli par Luis Enrique, qui aura un peu de temps de jeu dans la deuxième partie de saison. Je demande à voir. En tout cas, il est considéré comme un joueur prometteur, très prometteur au Barça. Faut voir.
Juste les réactions d'Hansi Flick qui est apparemment furieux de perdre Dro Fernandez. Donc voilà, ça flaire le bon coup en tout cas, jeune à fort potentiel qui arrive dans la capitale. Je rappelle que le FC Barcelone s'était fendu d'un petit tweet pour lui souhaiter un joyeux anniversaire avec un petit gâteau, tout ça, c'était sympa. Ils ont enlevé la communication, juste au moment où il a annoncé qu'il voulait se barrer du côté du Paris Saint-Germain. Ça te plaît aussi comme profil ou est-ce que dans ce mercato, ça fait plus opportunité de marché que finalement d'aller sur un profil comme un milieu de terrain qui pourrait peut-être manquer? Après, on est au mercato d'hiver. Des opportunités comme Kvaratskhelia, j'ai envie de dire, c'est pas une fois dans une vie, mais pas loin, quoi. Tu vois, honnêtement, je trouve que Dro Fernandez rentre parfaitement, en tout cas, dans le système, le nouveau système Paris Saint-Germain, jeune, à fort potentiel, avec l'ADN Barça. Quand tu lis, en tout cas, ce qui se dit de lui et ce que les gens disent de lui à droite, à gauche, c'est plutôt prometteur. Et je trouve que c'est un profil qui rentrerait parfaitement dans ce que veut mettre en place Luis Enrique. D'autant, moi, je pense, c'est un peu mon petit pari, je pense qu'il va pas mal jouer, ce Dro Fernandez. Je pense qu'il va faire sa place parce que quand je vois Luis Enrique à quel point il n'a pas peur de lancer des jeunes comme ça, un jeune issu de la Masia qui a déjà quelques matchs en pro, qui est ami avec le ballon. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien, sans être un titulaire, mais je vois quand même, je pense qu'on va pas mal le voir jouer dans cette deuxième partie de saison. Il est ami avec le ballon, mais aussi avec le micro. Marc Méchénois, est-ce qu'il faut que le Paris Saint-Germain est pas mal comme lance-position? Ça faisait un peu waouh. Tiens, Marc, juste une petite chose. Là, ok, Dro Fernandez, je vous invite à écouter l'émission de la semaine dernière où Marc nous a sorti un rapport de scout de 12 pages pour nous expliquer exactement qui est Dro Fernandez. C'est génial et hyper intéressant. Juste là, parce qu'il faut qu'on accélère, est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter ce PSG? Parce que là, il nous reste une semaine avant la fin du mercato. Ouais. Est-ce qu'il faut encore aller en chercher un là? Ce qui est bien, c'est que donc, Luis Enrique se plaignait d'un manque de milieu de terrain. Donc il va avoir Dro Fernandez qui arrive, qui peut jouer 8-10. Et ce qui serait intéressant, moi je trouve, depuis 2 ans, je pense que le Paris Saint-Germain il devrait se pencher sur... je pense qu'ils le font, mais sur un profil d'un latéral polyvalent qui est capable de jouer à droite, à gauche, qui a de l'expérience et qui viendra... dans un statut de remplaçant sans état d'âme, sans poser de problème. Il y en a sur le marché. Et je crois aussi que le fait que le dernier tour de la Ligue des Champions se joue mercredi, en fait, peut ouvrir une fenêtre de 5 jours où, en fait, c'est le moment d'aller prendre des renseignements, c'est le moment d'aller de savoir quelles sont les conditions pour faire venir tel ou tel joueur. Moi, il y a un joueur français qui a joué au Paris Saint-Germain que je vois capable de revenir. Je sais pas, Lucas Digne, 32 ans. Et il est en concurrence très forte avec Yann Madsen. Il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Yann Madsen, c'est un investissement qui vient de Chelsea, qui a joué la demi-finale du Borussia Dortmund contre le PSG il y a 2 ans. L'année d'avant, 2024. Il est capable de jouer à gauche et à droite, et plus à gauche, mais il est capable aussi de dépanner à droite. Je voudrais juste te dire à Lucas Digne qu'on lui a laissé un boulevard pour aller s'imposer devant Maxwell, qu'il n'a jamais été capable de le faire. Alors je sais qu'il a fait sa carrière derrière, mais moi j'ai toujours pas digéré. On l'avait quand même chez nous. Ouais, mais c'est juste que Maxwell, tu vois la trace qu'il a laissée, c'est-à-dire qu'il y a du niveau quand même. On est bien d'accord. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui a une super carrière, qui s'est imposé, mais qui a fait de très bonnes choses partout là où il est passé. Donc, et ça reste une valeur sûre. Quitte à prendre des joueurs qui ont de l'expérience, je pense qu'il est un peu plus en jambes. Enfin, moi, je prends lui ou Lucas Hernandez, qu'il faut qu'on l'appelle Lucas, je lui ai déjà demandé. Oui. Je prends Lucas. D'accord, très bien. C'est noté. Juste très rapidement, petit tour de table. Jonathan, toi, tu veux recruter ou pas recruter? Non. Non, on ne recrute pas? Non, parce que sinon c'est du panic buy et ça ne rentre pas dans ce que veut faire le Paris Saint-Germain, qui a une vision plus longue que sur les 5 prochains mois. Pour avoir un autre joueur qui n'a peut-être pas beaucoup joué, qui peut avoir des états d'âme et qui peut... Voilà, je pense qu'il ne faut pas. Dro Fernandez, c'est très bien. Terminé. Ouais. Très bien, on clôture. Et est-ce qu'on fait partir des gens, Ilyes? Toi qui surveilles le marché des transferts. Ouais, on essaye. Oui, je sais bien. Je sais bien que tu essayes. C'est bien pour ça que je te lance là-dessus. Non, pas de départ non plus. Et concernant les arrivées, je pense que très dur de recruter un joueur qui va vraiment apporter un plus dans ce PSG-là dans les 5 derniers jours du mercato, un coût financier intéressant, sportif intéressant. Je pense que on peut plus se rapprocher de la fausse bonne idée que vraiment du coup parfait. Très bien. Hier, je me suis souvenu dans la voiture en allant du côté d'Auxerre.
enfin hier, avant-hier, ou c'est un vendredi, soir. nous parlions avec Benjamin Quarez de ce magnifique moment d'Hakim Ziyech. Cette foirade. C'était génial. Un jour, on le racontera. Un jour, on fera les histoires du mercato, parce que celle-ci, elle était belle. Tu veux juste... On Ouais. termine là-dessus, les copains. J'ai pas été au bout de mon raisonnement. Pourquoi ça serait intéressant un latéral? Parce que déjà, ça permet de faire souffler tout le monde, puis ça permet de faire remonter définitivement Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, et donc d'avoir un milieu de terrain qui pourrait manquer à Luis Enrique de manière plus régulière. Voilà. Et j'avais un autre truc à dire sur Dro Fernandez. Vite, mon chéri. J'aime bien Très vite. ce que ce transfert dit. Je rappelle, la première fois que le Paris Saint-Germain était recruté un joueur au Barça, ça s'est fait au Pied de Biche. Ouais. T'as posé tout l'argent du monde pour pouvoir le faire venir, 222 millions d'euros, Neymar. plus les charges que ça a coûté après. Et là, tu viens avec diplomatie, avec patience, et puis tu poses 8 millions d'euros. Il faut savoir que si le joueur avait payé la clause, lui-même, le Paris Saint-Germain aurait payé des charges sociales, donc ça aurait mis le transfert un peu plus de 10 millions d'euros. Donc là, tu viens avec délicatesse, et puis tu fais les choses parfaitement, et je trouve que ça dit aussi du changement de standing du Paris Saint-Germain aussi aux yeux de l'Europe, parce que quand Neymar était arrivé là, c'est l'argent facile, c'est le Qatar et tout. Bon, bah c'est des discours qu'on n'entend plus, et je trouve que voilà, ça permet de voir aussi dans quelle dimension est entré le Paris Saint-Germain. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Arnaud qui réalisait cette émission, merci à Elias, merci à Jonathan et merci à Marc. C'est une émission courte, je sais, mais comme on avait réussi à avoir le studio plus rapidement, j'ai pris une version courte. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, les petites étoiles, n'hésitez pas sur les plateformes de téléchargement et aussi sur YouTube, mettez vos commentaires. Je vous rappelle que je veux votre joueur préféré du mois de janvier au Paris Saint-Germain. On va élire à la fin d'année le joueur de la saison, et Madame Zaïre-Emery, pardon, la mamie de Zaïre-Emery, juste, vous avez le droit de voter qu'une seule fois. Je vais regarder maintenant si vous mettez des petits commentaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.